Et salut les investisseurs belges, aujourd'hui on se retrouve avec Rick qui est étudiant en Belgique et qui m'a contacté pour une interview à propos du Bitcoin sur le sol belge et qu'est-ce que je pensais de tout ça. Et je me suis dit écoute, je pense que c'est pour un travail pour l'école et tout ça. Et j'ai dit écoute, moi je veux bien répondre, il y va au culot, allons-y. Et par contre si ça t'intéresse on peut filmer ça et le diffuser puisque les questions d'un jeune, je me dis que ça pourrait intéresser d'autres personnes et que les questions que ce jeune étudiant Rick se pose, eh bien peut-être que toi tu te les poses aussi et sûrement que ce débat pourrait t'intéresser dans cette série de podcasts que j'ai lancé. Je dois toujours faire avant de lancer la vidéo un petit disclaimer, aucune recommandation d'achat ou de vente, je ne suis pas conseiller financier, le jeune encore moins, et donc on reste sur une discussion de vulgarisation. Investir comporte des risques de perte en capital, fais toujours tes propres recherches, c'est essentiel, particulièrement quand on parle ici de crypto-monnaie, d'accord, puisque chaque avis existe, hein, j'ai le droit d'avoir mes avis et lui aussi, et on en discutera. L'important c'est de confronter les points de vue pour forger ta propre opinion, pas juste te baser sur le premier youtubeur venu, même si ici en Belgique il n'y en a pas 50. C'est parti. Et on se retrouve avec Rick qui est donc étudiant en Belgique. Je te laisse te présenter avec tes 47 questions si je ne me trompe pas. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, je suis étudiant à Mons et je fais mon mémoire sur le Bitcoin et sur le fait que le Bitcoin pourrait devenir une monnaie. Et donc, je cherche des intervenants pour ça et donc j'ai contacté Goteco pour répondre à mes 47 questions. Bah oui, les 47 questions, ça fait toujours un peu peur, mais en fait, il y en a beaucoup qui se répètent et tout. Et moi, quand tu m'as contacté, je me suis dit, bah tiens, c'est sympa quand même de répondre à un jeune. Et je sais que moi, à l'époque, j'ai dû faire ça aussi quand j'ai fait mes études, de trouver des interviews et tout. Et souvent, les gens, ils sont pas forcément, enfin si, ils sont bienveillants, ils veulent bien le faire, mais voilà. C'est un peu difficile de trouver des gens, surtout sur un sujet assez précis. Et puis je me suis dit, en fait, les questions que lui va me poser, c'est des questions qu'un jeune étudiant belge se pose sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en Belgique. Et donc, pourquoi ne pas l'enregistrer? Donc, je t'ai proposé de le faire. Et ça va, je pense, inspirer des jeunes. Je l'espère. De toute façon, c'est vrai que moi, j'avais aussi déjà regardé tes vidéos sur la TOB, sur les investissements en général. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour répondre à ces questions-là, quoi. Bah ouais, il faut oser, hein, au culot. Et des fois, ça Exactement. marche. Allez, on est parti pour la première question. Je t'écoute. Donc, pour le début, je peux te demander peut-être de te présenter, même si sur ta chaîne YouTube, je suppose que tout le monde te connaît, mais pour l'interview, ce serait sympa si tu peux me donner un peu ton métier, ton âge, etc., quoi. Ah bien sûr, je m'appelle Gauthier, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants, bientôt trois. Et oui, Donc, il faut bien préparer félicitations. voilà, l'avenir. Et du coup, je suis investisseur en bourse, en bon père de famille. Ça veut dire que j'investis vraiment sur du long terme. Ici, je suis dans une phase où, comme mes enfants sont assez jeunes, j'ai pas énormément de dépenses. Tu vois, les enfants, ça coûte cher, mais en même temps, c'est une période où tu vas pas forcément faire des tours du monde, des gros voyages et des gros trucs Mhm. très chers. Donc, c'est une période où j'en profite aussi pour essayer d'investir. Et YouTube, c'est donc une activité complémentaire que je fais à côté de mon travail et qui est parti du fait que il y a, tu l'as dit, pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux pour les Belges. C'est pour ça que je trouve que ce genre de discussion peut être très intéressante pour des jeunes Belges qui s'intéressent à cet univers. Et ça manquait à mon époque des portes d'entrée vulgarisées, simples, vers cet univers de l'investissement, puisque j'avais beaucoup de créateurs français qui sont très bien, hein, je trouve ça très chouette, mais qui du coup ne parlent pas de la TOB, ne parlent pas des taxes belges, ne parlent pas non plus de notre manière à nous d'investir. Par exemple, en Belgique, il y a beaucoup plus de gens qui sont propriétaires qu'en France. Et donc, la gestion du patrimoine, les transmissions, tout ça, c'est très différent d'un jeune français. Et donc, je me suis dit, tiens, fais les vidéos que tu aurais voulu voir à l'époque. Et donc, ici, on fait une vidéo, à mon avis, que j'aurais bien voulu voir à l'époque aussi. Ok. Donc tu parles d'investissement, mais justement ma première question c'est si tu pouvais me décrire ton rapport à l'argent dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, c'est plutôt un outil. Je sais que je fais une chaîne YouTube sur l'investissement et l'argent en général et l'éducation financière en Belgique. Et donc c'est un peu contradictoire, mais pour moi, l'argent n'est pas une fin en soi, ça reste un outil. Je veux pas être le plus riche du cimetière et je veux pas être le plus riche tout court non plus. J'ai pas une recherche obsessive de devenir riche. Par contre, j'ai une recherche de sécurité, de liberté et de sérénité dans la vie, du fait de se dire, tiens, j'essaie d'avoir un peu d'argent de côté et donc de gérer ça correctement, puisque je pense que l'argent reste très important. L'idée de départ qu'on perd souvent de vue, c'est que l'argent est un outil qui permet d'échanger.
à la base, chacun devait tout faire. Tu avais la ferme, tu gérais tes animaux, tu devais te nourrir, tu devais trouver du poisson, tu devais construire ta maison, tu devais tout faire, tu vois. Et puis à un moment, on s'est dit, tiens, ce serait plus rentable que quelqu'un construise des maisons toute la journée. Ce serait plus rentable que le pêcheur pêche toute la journée et devienne excellent là-dedans et ait un maximum de poissons, et ainsi de suite. Et de cette manière, je me dis, chacun a son job dans l'économie, apporte quelque chose et reçoit en échange de l'argent. Et cet argent, par exemple, imagine t'es garagiste, tu répares des voitures toute la journée, l'argent que tu gagnes en tant que garagiste, tu vas le dépenser chez le boulanger pour acheter du pain, tu vas le dépenser chez l'avocat pour te défendre, chez Mediamarkt pour acheter une télé. Enfin, tu as compris l'idée, chacun a son petit rôle. Et pour moi, l'argent, il faut pas perdre de vue que c'est un outil et qu'il donne aussi du sens au fait que ton travail dans l'économie de la société, ce que tu apportes, te permet d'avoir de l'argent qui te permet d'aller dans la société. J'espère que je pars pas trop dans un cours, mais c'est un peu ma vision qui est donc il faut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que c'est pas important. Et il faut pas non plus en faire une obsession. Je trouve que c'est un juste milieu. Ok, parfait. Et justement, quels sont les moyens de paiement que tu utilises aujourd'hui pour payer tes courses, tes abonnements, etc. J'utilise principalement la carte bancaire, le téléphone. Moi, je suis un petit peu ancienne école en fait, hein. Enfin, ancienne école, un peu de cash de temps en temps, mais principalement c'est la carte que je vais utiliser. On a un compte commun avec mon épouse pour tout ce qui est courses et trucs en commun, et puis on a des comptes personnels. Et donc je vais faire quelques achats en ligne, mais toujours avec ma banque. Je vais aussi de temps en temps c'est pas un péconique puisque c'est via l'application de la banque, mais tu sais les QR codes. Mhm. Par exemple, quand j'ai un restaurant et qu'on divise l'addition, ce genre de choses, donc ça, je vais utiliser, mais ça se fait avec le compte bancaire assez classique. Dans une banque belge, on a des paiements quasi instantanés, on a des systèmes qui sont quand même efficaces, quoi qu'on en dise, et une acceptation généralisée à ce niveau-là. Donc, voilà mon utilisation, pardon. Et ce sera un point clé pour la suite, puisqu'on va parler de Bitcoin en tant que moyen de paiement, mais nous, on a déjà des moyens de paiement efficaces, mais on en reparlera. Justement, donc tu évoques le Bitcoin. Donc pour toi, c'est quoi le Bitcoin? Comment est-ce que tu pourrais le définir? Eh bien, Bitcoin, c'est un actif, donc quelque chose qu'on peut acheter pour investir sur le long terme. C'est aussi à la base un moyen de paiement qui voulait être décentralisé Mhm. et donc en dehors des systèmes bancaires et tout ça. Et on lui a donné plein d'étiquettes. On dit que c'était une valeur refuge. Après, on voit ici avec les guerres et tout ça que pas forcément, puisqu'il se casse la figure. Donc ça dépend. Encore une fois, on n'a pas aussi le recul nécessaire pour faire des grandes théories non plus. On peut faire des théories, mais des grands principes, c'est compliqué. Mais on n'a pas le recul nécessaire. Mais ici, de ce que moi, en tout cas, je vois, la valeur refuge, on n'y est pas vraiment. Un investissement, peut-être. Un moyen de paiement, ben oui, ça évidemment, c'est prévu. Mais est-ce qu'on paye avec une valeur et quelque chose qui fonctionne en termes d'investissement? Par exemple, si j'ai de l'or aujourd'hui, en 2026, et des pièces d'or, est-ce que j'ai envie de payer avec? Mhm. Pas forcément. J'ai plus envie de les garder, d'investir. Si j'ai de la crypto-monnaie du Bitcoin ici, on parle pas vraiment de crypto, mais on parle de Bitcoin pur. Est-ce que j'ai envie de le vendre et de l'utiliser comme monnaie ou est-ce que j'ai envie de le garder comme actif? Tu vois, c'est des questions que je pose, hein. Donc toi, tu serais plutôt dans une optique de si tu avais du Bitcoin ou des crypto-monnaies dans une optique d'investissement, donc de conservation. En tout cas, pour Bitcoin, c'est de ça qu'on parle. J'ai plus cet aspect-là en tête. Encore une fois, c'est important parce que je l'ai pas dit, mais mon profil de crypto-monnaie, c'est que je ne suis pas expert. Je veux pas me présenter comme expert des crypto-monnaies. Mon Mhm. truc, c'est l'investissement en bourse en Belgique. Les crypto-monnaies, je m'y intéresse depuis déjà 6-7 ans, depuis un peu avant 2020. Et je m'y suis intéressé assez tôt en fait, mais je suis jamais rentré dans vraiment les deux pieds dans le plat. Donc commencer à décentraliser les wallets externes, etc. Machin, ça a été moins mon truc, mais je m'y suis intéressé parce que tout le monde en parlait et je trouvais que c'était important et que moi d'un point de vue pédagogique et vulgarisation et tout ça, je trouve que c'est important de s'intéresser à tous les domaines. C'est quand même beaucoup plus jeune que l'investissement en bourse traditionnel, donc c'est quelque chose de différent, mais c'est important d'avoir mon prisme et de se dire voilà lui il raconte des choses mais il voit ça à travers quels yeux et je suis pas un fan de crypto qui va te dire les cryptos c'est magique, c'est incroyable. Et je suis pas non plus un opposant qui va te dire c'est horrible, surtout fuyez ça. C'est pas non plus mon discours. Donc je suis tempéré, je suis entre les deux. Et je me dis c'est intéressant, il y a des choses à faire. Et il y a aussi beaucoup de dérives, mais bon, ça c'est comme ailleurs. Et donc ça reste risqué, d'où mes disclaimers que j'ai fait ici en début de vidéo, enfin hors caméra avec toi. Je fais un bon disclaimer avant de commencer toujours pour dire qu'il n'y a pas de conseil et que c'est important de faire ses recherches et tout ça et que ce que je raconte ici, ce n'est qu'un point de vue. Bref, donc de mon point de vue, investir, pourquoi pas un petit peu et s'intéresser à ça, ça peut être intéressant selon le profil. Comme moyen de paiement, ça peut être bien. On a vu des pays
qui mettait ça en avant, qui disait, ben voilà, la monnaie va devenir, on a vu avec le Salvador et tout ça, t'as un peu suivi, il parle de moyens de paiement, mais j'aime pas trop ce parallèle puisqu'on peut pas comparer un pays qui avait une monnaie qui se casse un peu la figure et qui se dit on va utiliser Bitcoin comme moyen de paiement à des pays comme la Belgique ou des pays industrialisés qui ont déjà des moyens de paiement en place, qui fonctionnent, qui sont admis et utilisés par tout le monde, par les personnes de tout âge. Et donc, on a aussi énormément de régulations. Tu as peut-être vu passer ma vidéo sur les 5 règles crypto Belgique que j'avais fait il y a quelques mois, l'année passée, sur le règlement MiCA et les lois MiCA, ainsi que les directives DAC8, etc., qui veulent en gros, je fais en très gros pour les débutants, mais en gros, c'est des règles de transparence. Donc, ça veut dire fini les comptes à l'étranger où on ne sait pas trop où sont tes cryptos, il faut tout déclarer. Il faut aussi que ces plateformes étrangères collaborent avec le fisc belge et avec les autorités fiscales en Europe de manière générale. Et donc, on sait voir où sont tes comptes, combien on a de crypto, ce genre de choses. Et partant de là, j'ai l'impression que les administrations et que la machine européenne administrative, j'ai quand même peu d'espoir qu'ils acceptent, surtout à l'heure actuelle, qu'on ait un système décentralisé différent et que les gens payent en crypto-monnaie. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça devienne un moyen de paiement qui remplacerait l'euro, etc.? J'y crois pas. Mais très moyen, d'accord? Encore une fois, c'est un avis personnel, mais j'ai pas l'impression qu'on nous laisserait faire ça de toute façon. Un crypto-euro, un euro numérique, un stablecoin euro ou n'importe quel truc que eux ont créé, c'est bien possible évidemment, hein, on y va probablement, mais permettre que le Bitcoin devienne une monnaie au même titre que l'euro, beaucoup moins. Je ne sais pas ce que tu en penses ou si tu comptes donner ton avis aussi en tant qu'étudiant. Ouais, pour moi, avec tout ce que j'ai fait pour mon mémoire, je me rends compte que même si à la base le Bitcoin c'était censé être un moyen de paiement, pour l'instant c'est pas possible. Déjà parce que au niveau de la volatilité, si tu vas payer tes courses et que demain le Bitcoin vaut 2 fois plus ou 2 fois moins, c'est pas tenable. Donc au niveau de la volatilité, pour moi c'est impossible. Et puis en effet, la majorité des gens en fait achètent du Bitcoin simplement pour faire des plus-values. Donc un moyen de paiement pour moi c'est non d'office quoi. Maintenant c'est mon avis à moi. Tu parles justement de volatilité. Est-ce que si, par exemple, parce que maintenant il y a la fameuse nouvelle taxe des plus-values en Belgique, les crypto-monnaies étaient déjà taxées, hein, et souvent plus sévèrement que la bourse, mais enfin ça dépend encore une fois des profils. Je rentre pas dans les détails ici, mais on est taxé en Belgique selon le profil, les types d'actifs et la manière générale qu'on a d'investir. Si on est un bon père de famille, plutôt un spéculateur ou plutôt un professionnel de l'investissement. Et les crypto-monnaies ont tendance à être considérées comme plus spéculatives. Ça paraît logique. Après, du coup, imaginons que je veux payer avec mon Bitcoin, il vaut 50 000 dollars ou 50 000 euros. Je paye ma baguette de pain ou mes courses et derrière, ce Bitcoin, il vaut plus. Et donc, je me dis, ben, je me suis fait un peu avoir, j'ai surpayé. Inversement, je vends quelque chose et je reçois du Bitcoin en échange qui vaut 50 000 pour 500 euros. Enfin, tu comprends l'idée. Et derrière, il vaut 100 000, donc il a doublé. Donc, je reçois 500 euros sur mon compte en banque, ben, en Bitcoin, hein. C'est pour comparer, et ça double en un an, par exemple, ou en 2 ans. Et du coup, mes 500 euros deviennent 1000 euros. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que du coup, j'ai fait une plus-value? Je dois payer une taxe sur les plus-values. Ouais. Comment ça va se passer? Qui a une certaine exonération. Mais ça, c'est quelque chose qu'on réserve plus aux investisseurs qui s'intéressent à ça. Mais là, on parle de moyens de paiement. Donc, monsieur, madame, tout le monde pourrait payer potentiellement comme ça et donc réaliser des plus-values et donc avoir une taxe sur les plus-values et etc., etc. Tu comprends où je veux en venir? Ça me paraît quand même extrêmement compliqué dans nos économies à nous. Après, je ne dis pas qu'il y a d'autres scénarios où c'est utilisé comme moyen de paiement. Et puis même les entreprises, si demain je paye avec du Bitcoin et que le Bitcoin fait diviser par deux, comment une entreprise peut gérer ses avoirs si elle voit qu'elle fait des moins-values entre guillemets sur des produits qu'elle a décaissés quoi. Donc c'est pas possible pour eux. Donc Après, les défenseurs du Bitcoin te diront, ben, en fait, l'euro, c'est pas pareil, c'est pas la même volatilité. Mais on, euh, on pourrait dire la même chose qu'avec l'inflation monstre qu'on a à certains moments. Tu te dis, ben voilà, je fais des investissements et puis les taux d'intérêt, l'inflation, enfin, rien n'est jamais stable en économie. On est toujours dans une recherche d'équilibre, mais on n'y est jamais. On penche d'un côté, on fait des actions pour revenir à l'équilibre, mais en général, on le dépasse et on repart par là. Tu me suis? Et donc, on n'est jamais à l'équilibre et l'inflation, l'euro, les monnaies, même le dollar, ne sont jamais vraiment stables non plus. Mais c'est pas comparable à la stabilité du Bitcoin qui est quand même vachement plus complexe.
En fait, je pense qu'il faudrait peut-être que une plus grande partie de la population détienne du Bitcoin pour que éventuellement les prix soient plus stables. Parce que là, le problème, c'est que si la majorité de la population ne détient pas beaucoup de Bitcoin et que tu as un ou deux acteurs qui détiennent je sais plus le nom, MicroStrategy qui détient des réserves de Bitcoin immenses, si demain ils décident de vendre, le prix, il se cassera la tête directement, quoi. Maintenant, ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, mais il faudrait qu'il y ait d'une plus grosse partie de la population qui détient du Bitcoin, selon moi, quoi, pour vraiment stabiliser les prix. Ben, c'est compliqué parce que ici, on a des institutions qui sont rentrées, on a des gros acteurs, comme tu le dis, qui possèdent énormément de crypto-monnaies, on a des fonds comme BlackRock, le plus grand Mmh. gestionnaire, enfin c'est pas un fonds, mais c'est le plus grand gestionnaire de fonds au monde, qui est entré, qui a commencé à acheter du Bitcoin, et donc on a des institutions qui achètent ça et qui ensuite te revendent des parts de Bitcoin ou te revendent des ETF ou des produits adossés au Bitcoin. Tu me suis? Et Mmh. donc, on est vraiment sur un écosystème qui fait que on n'est plus vraiment sur un moyen de paiement. Et c'est pour ça que j'ai fait une comparaison avec l'or, même si c'est un peu hasardeux puisque c'est deux choses très différentes, hein. Mais la comparaison avec l'or, c'est que l'or est de nos jours utilisable en tant que moyen de paiement sous certaines conditions compliquées. Et en même temps, c'est surtout un moyen de paiement qu'on garde sur le long terme et qui est un investissement, tu vois. Mmh. Par contre, on parle de Bitcoin, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui, elles, on parlait de crypto-euro, on parlait d'euro numérique, on parlait de, enfin, l'euro numérique, c'est pas vraiment une crypto-monnaie, mais on rentre dans d'autres débats. Mais on parlait du fait que on pourrait avoir d'autres crypto-monnaies qui seraient pensées, elles, comme des moyens de paiement. Tu vois? Mmh. Ouais, Davantage que le totalement. Bitcoin qui, lui, est en train de devenir un peu plus une réserve de valeur. C'est ça. Ben, Pas très stable, du coup. il y a un vrai potentiel, hein. Quand on voit Ethereum, il y a plein de choses à faire avec certaines cryptos. Mais en tout cas, sur le Bitcoin, moi, je suis un peu dubitatif, on va dire. Maintenant, à voir comment ça va se passer dans les 10, 20 prochaines années. On ne sait jamais ce qui va se passer demain, hein, mais Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression, en discutant avec toi, que tu avais des idées en commençant ton travail et au fur et à mesure des interviews, tu t'es dit, punaise, en fait, ouais, le beau. Parce que je veux pas critiquer les gens, hein, mais sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, il y a des contenus courts. Et quand tu regardes des contenus courts sur TikTok, notamment, on te renvoie vers des contenus qui avalisent et qui vont dans le sens de ce que tu viens de regarder. c'est ça. Et donc, si tu as vu une vidéo qui dit oh, le Bitcoin, c'est le nouveau moyen de paiement, ça va remplacer l'euro, tout le monde va utiliser le Bitcoin dans 10 ans, eh bien, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, ça va t'emmener vers une autre, qui va t'emmener vers une autre, et ça va être que des gars ou des femmes qui t'expliquent ça, et donc ça t'enferme dans une spirale d'arguments qui vont dans le sens de ta pensée. Et c'est pour ça que moi, je casse les pieds aux gens avec mon truc disclaimer, pas de conseils, etc. C'est parce que j'ai envie qu'ils aient un point de vue critique et qu'ils aillent chercher des points contraires et se dire, ben tiens, ok, c'est un beau discours, mais il y a aussi des points contraires. Et en même temps, si tu pars dans les points contraires, tu vas tomber, je parle encore une fois de réseaux sociaux, mais tu vas tomber dans une spirale négative de gens qui te disent que le Bitcoin, c'est oublié. Mm. Tu vois? Bah, Et donc, ben, vas-y. ça, c'est le problème de TikTok, hein. Le problème, c'est que les algorithmes font que si tu regardes quelque chose, on va t'en proposer encore plus. Et c'est une spirale où, au final, tu regardes toujours les mêmes contenus et donc tu as les mêmes façons de penser. Et donc, tu vas plus avoir un esprit critique et remettre les choses en cause, quoi. C'est clair. Je te propose de continuer tes questions. Donc, est-ce que tu penses que le Bitcoin pourrait un jour devenir un moyen de paiement? Et également, est-ce que les infrastructures pourraient permettre que le Bitcoin devienne un moyen de paiement, quoi? Donc pour résumer, encore une fois, c'est ma position personnelle, mais Mhm. j'ai pas l'impression que les institutions financières, administratives, les États, etc., dans nos économies à nous, je parle Belgique, France, etc., européennes, permettent que le Bitcoin devienne un moyen de paiement généralisé et remplace l'euro, ce genre de choses. Ça, je t'avoue que je n'y crois pas. Dans des économies plus fragiles où enfin, ça sous-entend que nos économies sont solides, mais c'est encore un autre débat. Mais dans d'autres économies où les monnaies se cassent vraiment la figure et le système de paiement ne fonctionne pas, je comprends qu'on ait pu mettre sur la table ces possibilités et utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement. Mais ici, j'ai l'impression que chez nous, ce serait compliqué à mettre en place. De manière marginale, au même titre que le cash ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais tout sera de toute façon tracé, tout sera
déclaré, il y aurait les taxes sur les plus-values, les fiscs, etc. ont énormément d'informations sur nous et donc peuvent savoir les transactions qu'on fait en crypto-monnaie. Donc le mythe de l'anonymat des crypto-monnaies est pour moi un peu terminé aujourd'hui et n'a de toute façon jamais existé dans le sens où tu peux être anonyme, mettre tes transactions, etc. Tout est visible sur l'écosystème. Donc cet anonymat, il est quand même tout relatif. Mais bref, j'ai l'impression que ce discours qu'on voyait il y a quelques années est quand même en train de vachement s'essouffler. Bah, de toute façon, même si à la base c'est censé être anonyme, vu que maintenant il y a les KYC, donc c'est Know Your Customer, donc on te demande sur des plateformes comme Kraken ou Binance de t'identifier avec ta carte d'identité, etc. Donc on a d'office tes informations, quoi qu'il soit, quoi. C'est plus anonyme. Ben, c'est clair, et de toute façon, il a suffi de Mika, d'Aquit et ce genre de réformes qui font que maintenant, en plus, tu rajoutes de l'IA là-dedans, qui fait qu'il Mm. croise toutes les données des banques, de ton employeur, de ce qu'il envoie, des plateformes, de partout où tu as mis ta carte d'identité et tes machins, et tout ça est en fait recroisé, mais c'est plus des personnes qui essayent de comprendre comment ça marche, c'est une IA qui mélange le tout et qui envoie ça à quelqu'un qui dit voilà, la situation de cette personne, ça ressemble à ça, et donc, cette idée de Bitcoin comme moyen de paiement, encore une fois, c'est séduisant à la base. Le discours de décentralisation et de tout ce qu'on avait il y a quelques années, ça reste séduisant, ça reste possible. Mais on parlait même, j'ai vu dans la taxe des plus-values en Belgique, de traquer je vais arriver, les portefeuilles cold wallet, c'est ça, qui sont décentralisés, ouais, qui sont hors réseau. Et donc tu te dis, ben, là, je suis invisible, ce n'est plus du tout sur la blockchain. Ben, ça, il faudrait les déclarer et déclarer ce qu'il y a dessus et tout. Donc, on voit vers où on va. Et de toute manière, moi j'ai même appris, parce qu'en fait je pensais que on était taxé normalement à 10% sur les plus-values des cryptos, mais en Mhm. fait j'ai appris grâce à un contact qui travaille dans ce domaine-là, qu'en fait il faudrait déclarer les cryptos comme revenus divers et qu'alors ce serait taxé à 33%. Alors, c'est compliqué puisque ça dépend de plein de choses. En Belgique, on est taxé selon son profil. Alors qu'en France, j'avais fait une vidéo avec Barnabé, je sais pas si tu vois qui c'est un YouTuber, un Français, qui Mhm. m'expliquait que chez lui, en fait, il y a des règles et que tu fasses du trading intensif ou quoi, machin, enfin, c'est la même règle à peu près pour tout le monde. En Belgique, on a des profils et ça, je trouve que c'est très intelligent puisque du coup, tu es taxé selon ta manière d'investir. Si tu es un trader actif, un spéculateur qui fait de l'argent tous les jours avec ses cryptos ou avec ses investissements, ben, tu vas être taxé, comme tu le dis, à 33%. Par contre, si tu es un professionnel qui vit de ça ou qui a une activité professionnelle là-dedans, ben là, tu es taxé selon un barème progressif et tu as un impôt sur le revenu. Et enfin, le premier, c'est la fameuse taxe des 10%, c'est pour l'investisseur en bon père de famille, quelqu'un qui investit de l'argent, de l'épargne durement gagné, qu'il a mis un peu de côté et qui veut faire fructifier ça à long terme sans faire de l'achat-revente régulier, des mouvements, etc. Et donc, c'est un peu flou. On espère et j'espère, mais on en parle que l'État ici et qu'il travaille sur des grilles de lecture pour essayer de se dire en tant que particulier, ben tiens, je me situe dans quel profil. Mais de manière générale, on a tendance à dire que les crypto-monnaies vont plus facilement se ranger dans la partie spéculation. Ok. Mais sous certaines conditions, on peut aussi les ranger dans la partie bon père de famille si c'est vraiment du long terme, si c'est vraiment enfin, ça dépend vraiment. Après, dès que tu fais du stacking, du lending, des bazars, t'es à fond dans l'écosystème, que tu fais de l'achat-revente régulier, tu passes de toute façon dans la partie spéculative, hein. Et mais bon, on a tendance à dire que Bitcoin, etc., sous certaines conditions, peut être de l'autre côté. Encore une fois, moi, je suis pas fiscaliste. J'ai jamais eu le cas, je t'avoue, d'être requalifié en tant que spéculateur à ce niveau-là. Et j'ai toujours fait attention à ma manière de travailler. Ça dépend aussi si on a des cryptos en direct ou via des ETF, via une plateforme. Ben là, du coup, c'est plus des cryptos, ça devient un produit financier. Donc, il n'y a plus d'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Tu Mhm. les possèdes indirectement via un ETF, enfin un ETN, du coup, ou un titre de créance. Mais là, enfin, encore ça, on rentre dans des trucs assez complexes, hein. Donc, je veux pas trop y aller parce qu'on va répondre à ta question. Mais l'idée générale, c'est que les cryptos sont plus facilement taxables à 33%. Mais pas toujours, ça dépend des situations. Il vaut mieux consulter un professionnel ou, en tout cas, vérifier au moment où on va avoir des grilles de lecture ou quelque chose de beaucoup plus clair. D'ailleurs, on en reparlera après cette interview, mais si tu as des contacts dans le domaine, moi, ça m'intéresse d'interviewer quelqu'un et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait ici, où on soulève des questions, on essaie de vulgariser d'un point de vue basique. Mais voilà, j'espère que je m'en mêle pas les pinceaux, que c'est plus ou moins clair ce que je raconte. C'est très clair.
J'essaie Euh, de pas rentrer dans quelque chose de trop complexe parce que, en fait, si je commence à trop aller, tu peux pas juste lâcher des trucs. Tu vois, des bombes, ouais. il faut tout le contexte qui va avec. Et là, on est parti pendant 2 heures. Donc, je reste assez basique. Est-ce que tu penses que il serait mieux d'investir dans des actifs traditionnels comme les actions, l'immobilier, ou tu pourrais envisager d'avoir du Bitcoin comme complément? Ben, de la manière dont c'est tourné, je dois répondre encore une fois qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Ouais. C'est mon propre avis, simplement, de particulier. Mais les crypto-monnaies, il y a 5 ans, un peu plus, dans les années 2018-2020, c'était assez mal vu. Il y avait vraiment plusieurs teams et tout ça. Aujourd'hui, le fait que les grandes institutions, que des grands fonds, que même des banques belges parlent de proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Je ne sais pas si tu as vu que Bolero propose des cryptos depuis février. Donc Bien c'est sûr. Bolero. Bolero, c'est la plateforme d'investissement qui est indépendante, mais qui est reliée à KBC, CBC. Donc, c'est un gros acteur en Belgique et c'est quand même un signal assez fort qu'ils aient pu le faire et qu'ils le fassent, de proposer des cryptos en direct. Donc, à voir comment ça va être traité fiscalement et tout ça, c'est encore tout nouveau, donc on va voir. Est-ce qu'on peut le prendre en tant qu'investissement? Bien sûr. Et pour moi, ça peut être un complément à de l'investissement en bourse et c'est pas forcément concurrent. En fait, on voit le Bitcoin qui se divise par deux ici sur quelques mois, ça fait peur aux gens, mais je peux te montrer par centaines des actions en bourse qui ont été divisées par deux sur 6 mois. D'accord? Donc, la volatilité n'est pas propre aux crypto-monnaies, ça existe en bourse. Il suffit de voir les crashs, les cracks, pardon, les crashs aussi et les corrections qu'on peut avoir et ce genre de choses. Donc, oui, les crypto-monnaies sont volatiles, ce sont des actifs qui sont assez dangereux, mais est-ce que ça peut rentrer dans certains investissements? Pourquoi pas? Ça dépend encore une fois du profil. On a beaucoup parlé de profil tout à l'heure. Ça dépend des gens. Certains se disent, ben moi, je m'intéresse à l'investissement aux ETF et les actions, par exemple, je n'y touche pas. C'est complètement défendable. Inversement, certains investissent dans les actions et ne sont pas très fans des ETF. Et certains disent, ben moi, j'aimerais bien avoir un peu de crypto-monnaie. Et d'autres disent, je n'en veux pas. Je pense que les deux points de vue se défendent. Il y a des arguments pour et contre. Et dans cette interview, justement, on soulève plein de points qui peuvent être considérés comme des pour ou des contre. Mais donc, est-ce que c'est à bannir d'un patrimoine? Pour moi, pas forcément. D'accord? Je ne vais pas dire ça. Et est-ce que c'est à intégrer absolument dans un patrimoine? Je ne vais pas répondre oui non plus. Tu vois où je veux en venir? Ouais, Je forcément. sais que je me mouille moyennement, mais ben, personnellement, je prends des crypto-monnaies, mais j'y vais vraiment, comment dire, assez petit à petit, et je considère que c'est une part minoritaire et volatile de mon portefeuille, et donc c'est pas ma base que je comparerais à des actions de qualité sur le long terme, tu vois, des entreprises où je sais qu'elles seront là dans 20 ans. Mais je vais pas comparer ça à un achat de Bitcoin. Et donc, dans ma pondération, dans ma stratégie, dans ma manière d'aborder les choses, évidemment que les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus volatiles sont considérées comme, ben, par exemple, si j'achète une action très risquée, ben, je vais prendre ça dans le même lot. C'est ça. Ok. Quelle importance accordes-tu au rôle de l'État et des institutions dans la gestion de l'euro et du dollar en général? Un rôle très important, puisque chez nous, l'État a un rôle important. Dans certains pays, on parle d'État gendarme, etc., d'État qui va laisser beaucoup les gens faire et qui va surtout intervenir pour régler les conflits et les gros problèmes. Chez nous, on a quand même des États qui aiment bien instaurer des règles et avoir un cadre et avoir un contrôle assez important sur le système financier, ce genre de choses. Et donc, ils vont surtout vouloir garder l'euro. Si l'euro n'existe plus, ils voudront avoir un système centralisé ou un système qui est géré par les banques centrales européennes, etc. et garder un contrôle là-dessus. Donc, on en parlait tout à l'heure. Se dire que le Bitcoin deviendrait le moyen de paiement universel, je parle de la Belgique, hein, mais on parle en Europe, ça paraît être quand même Peu probable. assez utopique. Peu probable. Très, très peu. Est-ce que tu penses que le Bitcoin est simple à utiliser et à comprendre pour des personnes qui viennent pas du milieu de la finance ou de l'IT en général? Je ne pense pas non. Parce que les gens, comment dire, en fait, il faut penser à tous les plans de la population. Par exemple, tu as un enfant, comment ça se passe? Bon, les enfants, ils payent rarement, hein, mais ça Mhm. peut arriver. Je parle d'un jeune de 15-16 ans, tu vois, il peut aller, il peut payer des choses au magasin. Donc, comment ça se passe pour lui? Un jeune comme toi d'une vingtaine d'années, un jeune père comme moi de famille, comment ça se passe pour quelqu'un de 50 ans, 60 ans, et comment ça se passe pour une personne âgée?
Et en général, dans la vie, quelque chose est solide au moment où ta grand-mère l'utilise ou le connaît. Par exemple, les Pokémon, tu vois. Les Mhm. Pokémon, c'est un truc qui existe depuis plus de 20 ans. Et ma grand-mère, à l'époque, connaissait les Pokémon. Donc, elle n'avait pas des cartes Pokémon et compagnie, mais elle savait ce que c'était. Elle connaissait Pikachu, elle connaissait, quand elle voyait un Pokémon, elle savait reconnaître un Pokémon d'un autre truc, ce qui était quand même un truc de malade. Ma grand-mère, c'était une flamande, d'accord, qui sortait pas trop de son village, et elle connaissait les Pokémon parce que la librairie, parce que ses copines, etc. Donc, c'est un truc qui est ancré dans la société, d'accord? Et tu sais que dans 10 ans, ce sera encore là. Eh ben, Bitcoin, est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là que si je pose la question à ma grand-mère, paix à son âme qui n'est plus là, mais toi tu peux essayer peut-être, de poser la question, Mhm. est-ce qu'elle connaît le Bitcoin? Essaie de lui faire une interview. D'ailleurs, ça c'est, je le place ici, d'aller voir quelqu'un de beaucoup plus âgé, de complètement hors réseaux sociaux ou en tout cas assez peu, et qu'est-ce qu'il en pense et comment est-ce qu'il verrait cette vision et est-ce qu'il accepterait ça et est-ce qu'il serait capable d'un point de vue technologique d'utiliser parce que bon ces paiements-là parce que là ils avaient leur banque, leur ancienne banque depuis 50 ans ou 40 ans et qui cette banque maintenant leur permet de faire des paiements numériques et les accompagne comme ça. Est-ce que un paiement en crypto-monnaie serait ou en Bitcoin serait possible? Ou alors est-ce que via une plateforme on simplifie ça à l'extrême et qu'il suffit de faire ça par QR code et qu'en fait derrière il y a un paiement aussi simple? Moi, je vais te répondre. Déjà, même mes parents, on va dire qu'ils aiment bien le statu quo et le changement, c'est un petit peu difficile pour eux. Et donc, avoir des monnaies entre guillemets intangibles pour ces personnes-là, c'est compliqué. Et donc, je sais qu'à titre personnel, dans ma famille, ce serait pas accepté entre guillemets, sauf si l'État obligerait d'utiliser seulement ces moyens de paiement-là. Mais pour l'instant, je pense pas qu'ils vont utiliser du Bitcoin pour payer quoi. Et là, ce qui serait du coup complètement incohérent que l'État nous pousse à utiliser du Bitcoin, ça paraît très très peu probable. Et donc la question c'est à quoi ça nous servirait? Et est-ce que toi, tu vois d'un bon œil le fait que le cadre légal autour des cryptos est en train d'évoluer? Donc tu parlais de Mika, etc. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil ou tu préférais comme c'était fait avant, entre guillemets? Je vais pas me faire que des amis ici, mais d'un bon œil, j'aurais tendance à pencher de ce côté-là, dans le sens où ben, il y avait eu une période un peu Far West des crypto-monnaies et certains en ont profité, tant mieux. Mais enfin, faut à un moment être réaliste, ça pouvait pas rester comme ça pour toujours. Tu vois, il y a eu cette période, je le dis franchement, le Far West des crypto-monnaies, et il y a ensuite des régulations. Beaucoup disent, voilà, c'est pas gai d'être régulé, c'est pas gai de mettre des cadres, etc. Parce que tu te dis, punaise, c'était quand même plus facile. Avant, on faisait un peu ce qu'on voulait. Mais je comprends qu'à un moment, ils faisaient envie. Enfin, ça paraît logique en fait. Si je vois pas un monde où ça serait resté sans être régulé de manière générale ad vitam aeternam. Il y a un moment où il fallait qu'il pose un cadre. Est-ce que ce cadre est bon? Est-ce qu'il est parfait? N'ai pas l'impression, mais en tout cas, ils en mettent un et qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre, c'était inévitable. Ok. On va un peu sortir du sujet financier pour partir sur les questions environnementales, entre guillemets. Étant donné qu'on a entendu que le Bitcoin consommait beaucoup d'électricité et que ça polluait, donc est-ce que toi, est-ce que ça t'impacte? Est-ce que tu penses que ça pourrait te refroidir à l'idée d'avoir des cryptos ou pas du tout? D'un point de vue environnemental, il y a vraiment débat, puisque à la base, on avait le discours un peu simpliste de dire le Bitcoin, ça consomme énormément d'énergie, les trucs avec toutes les cartes graphiques, on voyait les appartements avec les trucs de minage, là où ils avaient Mhm. plein de cartes graphiques, tu vois ce que je veux dire, et Ouais. ils minaient du Bitcoin et tout, et on se disait, punaise, ça consomme à mort d'énergie, c'est hyper polluant, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, tout ça a évolué, puisqu'il y a des entreprises de minage, tout un écosystème derrière qui bosse, et ces gens-là ont pour bénéfice de miner du Bitcoin et de sécuriser du Bitcoin et de sécuriser la blockchain, etc. et de faire que les transactions consomment un minimum d'énergie. Ça, ils ont tout intérêt à le faire. Et donc, cette énergie et ce système a été largement amélioré. C'est pas du tout parfait. Et on peut se poser des questions sur l'origine de l'énergie. Est-ce que c'est renouvelable ou non? Est-ce que le système est assez efficace ou non? On peut comparer ça aussi avec les autres infrastructures financières pour essayer de voir au niveau énergétique qu'est-ce qui consomme et pollue le plus. Mais c'est en évolution et juste dire que c'est hyper polluant, je pense que c'est simpliste. Dire que ce n'est pas polluant, c'est aussi un mensonge. Il faut pas exagérer, mais ça avance et donc c'est pas binaire comme débat, c'est encore une fois un entre-deux. Donc, de toute façon,
tous les secteurs polluent entre guillemets, hein, donc l'énergie, peu importe ce qu'on utilise, en général ça pollue. Donc à voir s'ils vont savoir faire leur transition avec des énergies plus vertes entre guillemets, et alors ça pourrait entre guillemets amoindrir l'impact, quoi, selon moi. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'acheter un bien, on va dire, un peu plus durable, donc que ce soit une maison ou même une voiture, en Bitcoin? Acheter un véhicule avec des crypto-monnaies, c'est intéressant comme question puisque ça rejoint ce qu'on disait au départ, mais de manière plus tangible. Un véhicule, imagine, je veux acheter une voiture à 50 000 euros, je la paye, et mon Bitcoin, un an plus tard, il vaut 80 000. Je suis complètement perdant puisque ma voiture, elle a perdu de la valeur à travers le temps, et les Bitcoins que j'ai utilisés pour payer, ils ont pris de la valeur. Il pourrait avoir l'inverse. Je paye une voiture 50 000, donc le vendeur reçoit ses 50 000, sauf que un an après, ou 6 mois après, ou même 2 semaines après, ces 50 000, ils valent plus que 20 000. Et donc le vendeur, il est complètement lésé. Et moi, Mhm. quelques mois après, je me dis, punaise, j'ai fait une affaire, ma voiture, finalement, si je l'ai acheté pour rien. Donc, tu vois, on le voit ici en racontant l'histoire que ça paraît quand même invraisemblable d'utiliser ça pour payer des voitures et des choses ainsi. Il y a des histoires rocambolesques sur Internet où il y a des gars qui payaient une Tesla, qui payaient en Bitcoin, ou alors qui payaient des pizzas. Enfin, ça, c'était l'histoire du tout début, mais les fameuses Mhm. pizzas en Bitcoin. Et tu te dis, bah ouais, en fait, ça devient un peu ridicule. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y avait un gars qui avait payé je sais plus combien de milliers de Bitcoins pour une pizza. Et donc, c'est devenu la pizza la plus chère de l'histoire, puisque aujourd'hui, ça vaudrait des millions et des millions. Et donc, ça fait des histoires compliquées. Ou alors, il faudrait avoir une volatilité beaucoup plus faible. Ok. Et surtout, pourquoi en fait? Ça, c'est la grande question. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on prendrait cette monnaie dans un pays comme la Belgique ou un pays pourquoi est-ce qu'on paierait en Bitcoin? De manière générale, si c'est une vraie question. Dans tes interviews ou quoi, je sais pas si tu as eu des bribes de réponse. Bah, un des seuls avantages, ce serait comme tu dis, si tu achètes ta voiture 50 000, tu sais qu'une voiture, quand elle sort de concession, tu as déjà perdu un certain pourcentage de la valeur. Et donc tu te dis, moi je pense que le Bitcoin il va baisser en valeur. Et donc entre guillemets, tu as acheté une voiture 50 000 avec du Bitcoin, ton Bitcoin il valait 50 000, et ta voiture maintenant elle vaut plus que 40 000. Et ton Bitcoin, là, il vaut plus que 40 000 aussi. Donc là, entre guillemets, tu as fait une opération blanche, entre guillemets. Mais donc, il faudrait parier, en fait, que le Bitcoin soit à la baisse. Et donc, il faut vraiment avoir un profil, ce serait pour les joueurs de casino, quoi, typiquement. Donc, Et du coup, on parlait des grands-mères tout à l'heure, mais ça paraît impossible à mettre en place pour elles. c'est ça. Ouais, pour la grande majorité de la population, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Il faudrait, Mais ou c'est à alors, ça que servent les études et les recherches, comme ici tu es en train de le faire. C'est très intéressant puisque c'est le but. Enfin, je me souviens quand je faisais mes études, le but de tous mes amis, c'était de prouver que leur point était vrai ou bon. Par hmm, exemple, ils faisaient un truc sur les gens vont manger des barres protéinées aux insectes. J'avais un pote qui faisait ça. Et son but, c'était de prouver que c'était possible. Mais non, parce que dans son étude, on se rendait compte que les gens n'étaient pas prêts. hmm, Mais c'est ça, c'est très bien d'avoir cette réponse-là, de se dire, ça, OK, ben, il avait fait un mémoire là-dessus et il en arrivait à la conclusion, mais il était très frustré de ça, que les gens n'étaient pas prêts à acheter des barres protéinées aux insectes. Mais tant mieux, mec, heureusement qu'on le sait, parce que si on lance une production, qu'on essaie de vendre ça et que le public n'est pas au rendez-vous, tant mieux qu'on le sache. Donc c'est si ça. ici, au final de ton sujet, tu te dis, ben, j'ai l'impression que en moyen de paiement, ça reste extrêmement marginal, etc., c'est une très bonne conclusion. On n'a pas besoin d'essayer de prouver le contraire. C'est ça. De toute manière, moi-même, en physique, en termes d'infrastructure, dans ma ville, en tout cas, il n'y a rien du tout. Même à Bruxelles, je ne vois pas vraiment des infrastructures qui acceptent des paiements en Bitcoin, etc. Donc, c'est très, très marginal pour l'instant, quoi. Tu as parlé au début du Salvador, puisque le Bitcoin est devenu une monnaie officielle Mhm. au Salvador. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu en penses et est-ce que tu penses que c'est applicable en Europe? Tu as un peu déjà répondu, mais c'est toujours intéressant de... Oui, on peut synthétiser, hein. Dans des pays où l'accès aux banques est très limité, où la monnaie est assez instable, je vais y arriver, où les infrastructures financières sont un peu faibles, où tout ne fonctionne pas très bien, le Bitcoin peut représenter une alternative. Mais en Belgique, ou dans nos économies développées, occidentales, etc., c'est complètement différent. Le système bancaire est accessible, les paiements sont simples, acceptés par tout le monde, les infrastructures sont solides et fonctionnent. Il y a des couacs, on est d'accord, c'est pas parfait, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt ici, dans nos économies, de passer sur un autre système actuellement.
Et si changement de système il y a, ce sera très probablement encadré et géré via toutes les réformes et tout ce qu'on a pu voir ici et le système contrôlé, prévu par les États, les banques centrales, etc. On l'a vu par exemple au moment du changement de monnaie en francs belges, francs français, etc. On est passé à l'euro. Ben ça, c'est quelque chose qui s'est passé de manière générale et c'est pas des gens qui se sont dit tiens, il nous faut une nouvelle monnaie, on va faire une révolution en cours. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute manière, moi, de ce que j'ai vu avec mon mémoire, c'est que le problème, c'est que au Salvador, je pense que c'est 50% de la population qui n'a pas accès à un téléphone, à Internet, etc. Donc, le Bitcoin sans Internet, ça fonctionnera pas. Donc, à part pour, à la grande rigueur, se protéger un peu de leur monnaie peut-être hyper inflationniste, ça pourrait avoir un intérêt. Mais pour la population en tant que telle, c'est pas très significatif. Ça n'a pas vraiment eu d'impact sur la population, quoi. Si tu devais résumer ta perception du Bitcoin et même des crypto-monnaies en général en une seule phrase, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que le Bitcoin est un actif intéressant à analyser et qu'il faut s'y intéresser d'un point de vue déjà théorique, pédagogique, etc. Ben moi, quand j'en ai entendu dès le départ parler, ma phrase est dans le mauvais sens, j'ai eu envie de savoir ce que c'était, comment ça fonctionne, pourquoi autant de personnes sont fans de ça, pourquoi est-ce qu'on a un peu deux teams de ceux qui sont vraiment pour et contre et qui se bagarrent et tout ça. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas devenu du tout un fan de crypto-monnaie, mais le Bitcoin, je pense qu'il a quand même vraiment remettre les cartes à certaines choses, ça a été une grosse innovation et on peut pas dire que c'est quelque chose qui est complètement à éviter dans le sens où ben voilà, il y a des entreprises qui se sont créées autour, il y a plein de gens qui en parlent, il y a eu plein de discussions, on en a parlé à la télévision, enfin le Bitcoin c'est devenu quand même quelque chose et c'est un morceau d'histoire, c'est quelque chose qui mérite d'avoir de l'attention. Maintenant, comme moyen de paiement, l'usage est beaucoup trop marginal et surtout je vois pas pourquoi on le mettrait simplement chez nous, sachant les réglementations actuelles et qui a pu énormément de raisons. L'instabilité, la volatilité qui fait que comme moyen de paiement, chez nous en tout cas, ça n'a pas l'air d'être incroyable comme idée. Et d'un point de vue investissement, ce genre de choses, ça peut être intéressant de jeter un œil, d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est pas pour tout le monde, encore une fois, ça dépend du profil d'investisseur et c'est pas quelque chose d'obligatoire à avoir dans son patrimoine, mais ça n'est quelque chose qui n'est pas non plus ridicule, comme il y a 10 ans où ça paraissait vraiment un truc pour les geeks et pour les gens qui étaient dans leur petit univers crypto. Aujourd'hui, ça paraît pas choquant quand j'ai un père de famille, un ami qui me dit j'ai un peu de Bitcoin. Je suis pas choqué. La question c'est comment l'acheter, sous quelle forme. Est-ce que je le prends via une banque, via une institution décentralisée, via un wallet, via un machin, via un bazar, via des ETF ou autre. Ça, c'est d'autres questions auxquelles on va peut-être pas répondre aujourd'hui puisqu'on reste sur une vidéo générale de vulgarisation. J'ai pas trop répondu en une seule phrase. Il n'y a pas de souci. En général, la majorité des répondants vont développer plus, mais c'est pas un souci. Pour moi, tu as répondu à toutes mes questions, donc merci à toi. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à propos du Bitcoin ou même en général. Bah si, en fait, j'aimerais te poser à toi la question, puisque ici, on a un peu fait le tour du sujet de manière générale. J'ai essayé de rester assez simple et vulgarisé, et d'un autre côté, j'ai dit que j'étais pas un expert crypto et que donc j'allais pas non plus aller trop loin. Donc ça reste une vidéo de vulgarisation, c'est important, c'est une porte d'entrée, c'est quelques idées générales et les questions qu'un jeune se pose. Moi, ça m'a super intéressé de se dire, bah tiens, lui qui a une dizaine d'années en moins, comment il voit les choses, à quoi il pense. Et donc, toujours mes petits disclaimers, j'aimerais te poser la question et te laisser à toi le mot de la fin. Avec les interviews que tu as déjà réalisées avec les différents profils de personnes que tu as rencontrées, ben, est-ce que ce qu'on a discuté ici, c'est du vu et revu, ça répète généralement ce que tu as entendu, ou est-ce que tu as vu des avis différents et que tu pourrais nous raconter de manière générale? On va dire que j'ai eu deux types de répondants. J'ai eu, on va dire, le pourcentage de la population qui va être le plus représenté, donc ça va être les gens de tous les jours, qui eux voient le Bitcoin d'une manière un peu plus négative, on va dire, donc qui le voient comme un actif très volatile, comme une façon d'investir, mais pour des gens qui veulent vraiment, qui sont propices à prendre du risque, qui ont une propension au risque. Et Ce qui n'est pas complètement faux, en fait, hein, c'est pas non, faux. pas du tout. Et puis j'ai eu l'opposé, mais là c'était des profils plus des informaticiens, des gens qui ont investi beaucoup même dans le day-to-day, qui investissent dans le Bitcoin, qui font plus du trading même. Et ces personnes-là étaient plus favorables à ce que le Bitcoin soit
plus peut-être généralisé en Belgique et à travers le monde. Peut-être même pas comme un moyen de paiement, mais de nouveau comme un moyen de se faire de l'argent. Donc j'ai eu vraiment très peu de personnes qui étaient pour le fait que le Bitcoin devienne vraiment un moyen de paiement. C'était vraiment un moyen plus de se faire de l'argent. Mais de nouveau, comme tu dis, c'est bien de mettre des disclaimers, c'est que c'est un actif très risqué et on peut perdre tout ce qu'on a mis, quoi. Donc c'est à vous de faire le choix, quoi. Ben, c'est surtout que ça dépend des profils. Encore une fois, tu l'as dit ici, on a des personnes qui sont informaticiens ou quoi, ou qui sont à fond dans l'univers. Il y en a d'autres qui s'y intéressent pour se faire de l'argent. Il y en a d'autres qui sont complètement hors de ce système et qui voient ça de manière très négative. Donc ça dépend encore une fois des personnes. C'est ça l'histoire des disclaimers. Et dans ceux qui étaient un peu plus à fond dedans, dans tous les cas, ils ne voient pas ça comme moyen de paiement. Ils sont pas contre l'idée que ça devienne un moyen de paiement, mais actuellement, ils utilisent simplement les cryptos pour se faire de l'argent. Ils voient un potentiel dans l'avenir, mais pour l'instant, ils le voient juste comme un moyen de se faire de l'argent et comme un investissement à moyen terme, on va dire. Et c'était des gens qui faisaient aussi de la bourse, ou alors ils font que de la crypto en mode agressif trading, ou alors c'est des gens, parce que moi mon profil, je sais pas si tu l'as beaucoup rencontré, c'est quelqu'un qui investit en bourse et qui a un peu de crypto, qui se dit bah tiens c'est un actif différent, au même titre pour moi que les obligations, l'or, les ETF, etc. Je me dis ben voilà, les cryptos, pourquoi pas m'y intéresser, mais je suis pas fan et je suis pas contre. Enfin tu l'as compris dans mon point de vue. Mais donc pour toi les autres points de vue, ils étaient plus à fond dedans ou loin. On va dire que ceux qui étaient vraiment à fond sur le Bitcoin, c'était des personnes qui ne tradaient que ça, qui n'avaient que des cryptos. Et donc moi, je leur posais la question de justement, est-ce qu'ils aimaient bien la bourse, l'immobilier? Et en général, la réponse était vraiment full crypto. Et puis, il y a eu certains profils un peu plus mitigés qui, il y a 2, 3 ans, étaient vraiment à 100% en crypto. Et ils avaient malheureusement réalisé certaines pertes, et donc ça les a un peu refroidis. Et donc maintenant, ils sont plus dans une optique d'avoir peut-être, je sais pas moi, 10% de leur investissement en Bitcoin, mais le reste serait des actions de l'immobilier, quoi. Ça dépend, encore une fois, on revient toujours à cette notion de profil, hein, mais ça dépend du patrimoine, de la gestion générale qu'on a envie d'avoir. Si tu as eu quelqu'un qui était plus surjoué son argent ou quoi. Mais c'est intéressant, je trouve ça chouette parce que moi, je m'enferme un peu moi-même dans ma vision de bon père de famille classique parce que en Belgique, ben, c'est beaucoup la majorité, j'ai l'impression, des investisseurs aussi. Mais ça m'intéresse de toujours entendre des avis différents, même si ça veut pas dire que je vais faire ça. Moi, j'aime bien entendre d'autres manières de fonctionner et c'est toujours intéressant. De toute manière, moi, même si j'ai fait mon mémoire sur le Bitcoin, c'est un peu bizarre, mais au final, moi, je vais pas dire contre, mais je suis un peu sceptique et j'aime bien l'idée derrière le Bitcoin et derrière les cryptos. Mais en tant qu'investisseur, moi, je suis plus axé sur la bourse également et sur l'immobilier, donc j'ai plus un profil peut-être averse au risque, entre guillemets. Attention, quand je l'ai dit tout à l'heure, en bourse, parce que ça, Il y c'est a un il y a un raccourci risque aussi. aussi. Il y a un risque aussi. Voilà. J'ai l'impression que les jeunes investisseurs, ils ont connu la mode ici des réseaux sociaux avec la fameuse stratégie investisseur en ETF sur 10 ans, sur 20 ans, ça va être génial. Je trouve que ce discours est encore une fois beaucoup trop simpliste dans le sens où tu peux avoir des fameuses claques en bourse sur les ETF et il y a des trucs qui ne remontent jamais et il y a des crises où il y a des choses où c'est la catastrophe et j'ai l'impression que les gens perdent un peu ça de vue. Ils se disent ah non, non, les cryptos c'est dangereux, mais la bourse non, ça c'est pour les sages. Non, clairement. C'est beaucoup plus compliqué que ça, n'est-ce pas? De toute façon, je suis même pas en ETF, hein, je suis même dans des actifs plus risqués parce que moi, je vais plus acheter des actions individuelles ou certains fonds, mais en général, je suis pas trop dans les ETF, donc c'est encore plus risqué. Et puis même l'immobilier, excuse-moi, il y a aussi certains risques à prendre en compte. Donc, pour moi, il n'y a aucun investissement qui est vraiment avec 0% de risque, quoi. Donc, il faut toujours prendre les tenants et aboutissants de chaque type d'investissement et il faut jamais croire qu'il y a aucun risque. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, c'est clair. Investir comporte toujours des risques et l'important, c'est aussi le profil. Je vais terminer vraiment avec ça pour conclure. Mais comme tu le racontes ici, tu parles que voilà, tu cherches des actifs plus risqués et tout parce que peut-être que tu es jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas de projet maintenant d'acheter une maison ou quoi, peut-être de te marier, j'en sais rien. Et donc, il y a un profil à un certain âge, puis un profil à un autre âge, puis un profil à un autre âge, puis un profil à un autre âge. Par exemple, moi, j'étais plus risqué étant jeune. Maintenant, je suis beaucoup plus tempéré. Peut-être que quand mes enfants seront grands et qu'ils vont quitter la maison, qu'ils auront 20 ans, je vais redevenir plus risqué. Parce que je me Mhm. dirais, ben voilà, maintenant, les enfants, ils font leur vie.
je peux peut-être être un peu plus risqué. Ou alors, au contraire, je vais me dire, bah non, là, je vais stocker et essayer d'avoir des revenus du capital. Donc, ce profil, c'est super important de le définir et surtout de le redéfinir régulièrement. Tous les 1 an ou 2, se poser vraiment la question, se dire, bah ok, est-ce que je suis toujours en phase avec ma stratégie? Et c'est pour ça que j'aime pas les stratégies toutes faites et l'idée de prenez ci et gardez ça pendant 30 ans. Punaise, dans 20 ans, on ne sait pas où on sera. Il y a 15 ans, si tu avais ce discours-là, ben, les crypto-monnaies, elles n'existaient pas. D'accord? Ou en tout cas, elles n'étaient pas populaires. Et donc, ça aurait été une erreur de rester bloqué il y a 15 ans sur un truc, alors qu'aujourd'hui, ben, il y a d'autres choses qui fonctionnent, notamment la tech et ce genre de choses-là. Enfin bref, on va pas refaire le monde. Je pense que notre interview était vachement intéressante jusqu'ici. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure cette vidéo. Merci de m'avoir invité. Et merci à toi de m'avoir invité, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était super intéressant. Et j'espère que les auditeurs, les personnes qui vont te regarder sur YouTube vont en apprendre aussi. Et s'il y a des questions, commentaires ou quoi, je serai totalement heureux de répondre à leurs questions. Mais bien sûr, il faudra pas s'y dire bonjour dans les commentaires. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.